sur la difficulté d'analyser ce genre de match parce que la qualité technique, elle est très pauvre. Alors après, on va dire qu'on est dur avec la Ligue 1. Quand Même tu vois... tactiquement, j'ai pas trop compris le truc. Franchement, c'était un peu n'importe quoi. Et puis Majeki, pour finir, qui est fautif sur le but, Pourquoi qui tu me derrière fait regardes un arrêt exceptionnel. Donc franchement, c'est un match très très compliqué à analyser pour l'AS Monaco et pour le staff. Mayeki, ça peut devenir un mème peut-être ce soir sur le but. Je vous conseille d'aller voir ça sur une glissade sur les genoux. On a l'impression qu'il va sortir du stade, qu'il va finir au musée il est sorti au musée très, de très loin du terrain. l'aérospatiale. Ah oui, c'est assez impressionnant. Il était aux premières loges pour voir le but encaissé par Monaco. Le but de Magri qui répondait à l'ouverture du score de Minamino. Monaco ce soir reste 4e, 44 points, à 2 points de Nice et désormais à 5 points de l'Olympique de Marseille avant les matchs de ces deux clubs ce week-end. Strasbourg reste 8e avec 34, Toulouse reste 8e avec 34 points et pourrait se faire dépasser par Lens et Brest notamment ce week-end. Monaco pour commencer, 32-16 pour venir débattre. J'ai l'impression, ces dernières semaines, les gars, de faire le même after à chaque fois quand on parle de Monaco. On attend beaucoup toujours de cette équipe et on est déçu souvent. Comment vous expliquez à nouveau ce soir le match raté des Monégasques? Alors certes, à 3 minutes près, ils gagnent ce match. Mais vous l'avez dit, dans la prestation, alors moi, c'est encore un tout petit dans Monaco. Dans la prestation, encore, tu te dis, bon allez, ils maîtrisent pas tout, mais c'était quand même pour moi un peu mieux maîtrisé, notamment surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils maîtrisaient beaucoup moins. Mais ce qui a fait pour moi chavirer le match, c'est ce coaching de Hutter. Faut m'expliquer pourquoi sortir Birette à ce moment-là, alors que tu voyais quand même les défenseurs de Toulouse qui avaient du mal à dégager avec ce mec-là qui travaillait, qui n'arrêtait pas de travailler, d'empêcher les premières relances et tout. Alors là, tu le sors et tu mets un mec, ça veut dire, les gars, maintenant, vous les arrières de Toulouse, vous pouvez balancer des ballons, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, on va même plus contester votre première relance. Appliquez-vous, venez bien tout près de nos 20 mètres pour nous embêter, parce que le gars, il fait rentrer un défenseur qui met en milieu de terrain, je crois, je sais même pas trop quel poste il a pris, mais pour un attaquant. Alors moi, j'ai horreur de cette tactique-là, de ces remplacements-là. Chacun sa philosophie, mais bon, en tout cas, là ce soir, ce que je vois, c'est que ça toujours pas marché et ça a mis Monaco en grande difficulté. 82e minute, la sortie de Birette pour l'entrée de Singo. Et le but à la 88e 11e. 11e. Ouais. Non, mais c'est toujours pareil, de toute façon, avec l'AS Monaco. Bon, c'est normal, maintenant on arrive au mois de mars, donc on se répète. En tout cas, avec les équipes. Oui, mais ils ont le droit de changer, de progresser. C'est ça que surtout qu'il n'y a plus ces matchs à répétition tous les 3 jours. C'est pour ça que j'allais dire, surtout avec les équipes qui ont du mal à progresser, ou en tout cas à aller de mieux en mieux sur leurs axes d'amélioration, parce qu'aujourd'hui, certes, ils ne sont pas très vaillants, il n'y a pas énormément d'opportunités pour marquer pour l'AS Monaco. Par contre, en première mi-temps, ils dominent, et par contre, ensuite, en deuxième mi-temps, ils s'endorment, quoi. Ils nous font une AS Monaco. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, c'est très fade, c'est très terne. On a encore une fois, pour moi, une défense qui montre qu'elle a quand même des grandes limites. Alors, on le sait que Caio Henrique et Vanderson, ce pas des défenseurs, mais ils sont censés apporter offensivement. On a vu Vanderson un peu moins Caio Henrique. Mais par contre, dans l'axe, à l'image du but encaissé avec la mésentente, je crois que c'est entre Kerrer et Majeki. Derrière Majeki qui part dans la tribune sur les genoux. Et puis le ballon qui passe entre les jambes du dernier défenseur pour finir au fond. Derrière, juste après, dans le temps additionnel, ils sont à 2 doigts de prendre un autre but sur une très très belle tête. Mais cette fois, c'est un bel arrêt du gardien. Donc franchement, aujourd'hui, moi je le dis à chaque fois, mais quand tu es supporter ou même entraîneur de l'AS Monaco, franchement, cette équipe où il y a beaucoup de qualité individuelle, elle doit faire péter des câbles quand même. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est cette répétition de mésentente dans les 6 mètres ou dans les 16 mètres. Encore ce soir, le but, parce que Majeki sort sans sortir, il est là à la moitié, il y a un défenseur qui est là, on ne sait pas trop. Sur les corners, tous les corners, si Majeki arrive à donner un coup de poing ou essaie de capter le ballon, à chaque fois, il a un défenseur qui l'emmerde. Alors, est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il ne parle pas? Est-ce qu'il est respecté dans ses commandements? En tout cas, c'est pas normal. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas maître de ses 6 mètres et encore moins de ses 16 mètres. Ça, c'est un vrai problème qu'il faut que Monaco règle. Bon, Paul, 4 mois que Monaco n'a pas gagné à l'extérieur. La dernière fois, c'était contre Strasbourg, le 9 novembre. Qu'est-ce que tu penses du match de ce soir? En fait, le match de ce soir, il est à l'image de la saison.
il est consternant, instable, décevant, écœurant et il donne envie d'exploser de colère. Parce que comme disait Lionel tout à l'heure, si on regarde Monaco sur les qualités individuelles, c'est génial. On a Kliouche, Ben Seguir, Biret. Individuellement, ce sont des très beaux joueurs. Collectivement, depuis novembre, c'est la Bérésina. Mais c'est un peu à l'image de Monaco depuis le début de la saison et depuis plusieurs saisons. Mais est-ce que tu as une démarrage explication l'été à ça, Paul, justement? Comment est-ce que toi, tu vois une explication? Mais j'aimerais bien en avoir une parce que si on compare les saisons, à chaque fois l'effectif est changé, peut-être trop changé, je ne sais pas. Mais c'est le reste est le même, mais les explications, il y en a plusieurs. Est-ce que c'est les enchaînements de matchs? Est-ce que c'est des problèmes de tactique, de stratégie? Là, il n'y a même plus la Coupe d'Europe, quoi. Oui, il y a même plus la Coupe d'Europe, mais la Coupe d'Europe, cette campagne de Coupe d'Europe, mis à part un match chance contre Barcelone et une espèce de raté de Martinez avec Aston Villa, la campagne européenne de Monaco, c'est pas grand-chose. On s'était un peu emballé au début parce qu'il y avait Monaco et Brest devant, sur une nouvelle édition, un nouveau format. Oui, très bien, c'est sympathique, mais au final, comme à chaque fois, Monaco s'est fait éliminer. Alors oui, on peut dire, il y a les erreurs d'arbitrage, il y a ceci, il y a cela, mais le fond reste le même, parce que si on reprend le match de Benfica et si on regarde le match ce soir, on y retrouve les mêmes choses. Et là, oui, il y avait peut-être du vent, mais il n'y avait pas que du vent. Est-ce que tu es d'accord? Maïachki, à ce rythme-là, oui, si le vent le poussait, là, il finissait la visite à la Cité de l'Espace. Bon, c'est fermé, ça aussi, c'est un peu dommage. Mais justement, Paul, tu mets en avant pas mal de problèmes de Monaco. Tu parles du gardien. C'est un problème que vous avez depuis des années à Monaco. On avait l'impression... ça remonte à l'année du titre, je crois. Exactement. Et j'allais le dire justement. C'est pour ça qu'Adrien m'a appelé, parce que j'avais laissé un message justement pendant le match où il y a un problème de l'équipe depuis le titre. J'ai l'impression de voir l'équipe stagner et ne pas évoluer depuis le titre. En fait, depuis que Subasic n'est plus dans les cages, on enchaîne les gardiens. Il y a eu d'abord, dans l'ordre, si je ne me trompe pas, il y a eu Benaglio. Bon, ça n'a pas été terrible. Ça manquait de finir en relégation. Il y a eu Lecomte pendant 2 saisons. Pas vraiment de satisfaction, il a fini par être prêté et puis après repartir à Montpellier. Il y a eu Nubel, voilà. Il est meilleur chez les autres. Il est meilleur en Allemagne, c'est vrai. Il y a aussi Keun et Maïachki. On a l'impression que Maïachki, il avait un peu réglé le débat, quoi, qu'il était meilleur que Keun, mais bon, on retourne. Non, pour moi non, parce que c'est un gardien qui a été recruté depuis un moment par Monaco, qui manque de jeu, qui manque de temps, qui manque de régularité, qui pendant la saison 2020-2021 était juste là pour faire la coupe, il a été prêté, et puis là, du jour au lendemain, il doit se représenter comme un titulaire. Non, pour moi, c'est un bon gardien, mais qui n'est pas encore complet. Qu'est-ce que tu penses, Paul, de la défense de l'AS Monaco? Alors, j'ai envie de demander aux dirigeants qu'est-ce qui leur est passé par la tête de prêter Ismail Jacobs en début de saison. L'an dernier, quand Caio Henrique était longuement absent, Jacobs a fait un très bon travail, un très bon boulot. Pourquoi a-t-il été prêté à Galatasaray? Alors Galatasaray, ils sont très contents. Vu la saison qu'ils font, ils sont très contents. Mais déjà, pour commencer à Monaco, Kehrer... Allez, globalement, je suis assez satisfait de sa saison. Par rapport à ce qu'il avait présenté il y a quelques années au PSG, c'est pas le même. Pour moi, c'est pas le même. Mais il n'y a pas de latéraux au Monaco. Il n'y a pas de défenseurs latéraux. Il y a des ailiers latéraux. Encore, quoique Vanderson, c'est pas terrible cette année. Et Caio Henrique, il faut voir les choses en face. Depuis qu'il a été blessé, ce n'est pas la peine d'espérer de le voir revenir à son niveau. C'est comme ça. J'aimerais entendre Kevin, Paul, sur Caio Henrique, parce que je sais que c'est un joueur que tu aimes beaucoup. On en a souvent parlé ces dernières années dans l'after. Tu es d'accord avec Paul, depuis sa blessure, c'est plus le même? Tu sais, des fois, je me dis que. Alors, j'ai peut-être pas eu la carrière que j'aurais pu avoir ou que j'aurais aimé, c'est-à-dire jouer la Ligue des Champions, jouer les Coupes d'Europe. Pareil pour moi. Mais le truc, c'est que j'ai jamais été blessé dans ma carrière. Et avoir les croisés comme Caio Henrique, franchement, ça doit être horrible quand tu n'arrives pas à retrouver ton niveau. Tu as vraiment l'impression que le gars, il n'arrive pas à retrouver son niveau. Ça me fait un peu penser à Nabil Fekir. Tu sais, qui avait mis très longtemps. Alors, il a fini par quand même une belle aventure au Betis. Et il a trouvé un club à sa mesure. Il a été capitaine. Bref, c'est très bien ce qu'il a fait. Mais on attendait une autre carrière quand il a explosé. Caio Henrique, je le voyais au Barça, tu vois. Je le voyais au Barça en mode arrière latéral offensif. D'ailleurs, il était un moment sur les tablettes du Barça. Et c'est vrai que cette blessure...
Alors forcément, déjà, tu es absent quasiment 1 an et il a complètement explosé en vol. Alors je lui souhaite de revenir parce que c'est un joueur que Il a quel j'apprécie âge beaucoup. maintenant Il a 26 ou 27, je crois. 20, je crois qu'il était Donc, 28. donc c'est vrai que c'est très difficile pour lui de retrouver le niveau qu'il avait. Et j'ai envie de te dire, même le pied gauche, on a l'impression qu'il est beaucoup moins décisif. Les vis ont été mis dans l'autre sens un petit peu. Ouais, peut-être. Il a 27 ans, effectivement. C'est très compliqué. Moi, j'ai eu les croisés, j'ai eu gauche-droite. Je peux te dire que le deuxième croisé, je l'ai eu, j'avais pratiquement 28 ans. Très compliqué. Le premier que j'ai eu 4 ans avant, ça s'est mieux passé parce que tu es plus jeune, tu reviens plus vite. Mais à partir de 25-26 ans, déjà, j'ai mis plus d'1 an pour revenir pour les deuxièmes croisés. Tu perds beaucoup de vitesse, ta masse musculaire, tu la récupères beaucoup moins vite quand tu es plus vieux que quand tu as justement, parce que c'est incroyable la fonte musculaire que tu as lors de l'opération, tu perds plus de 6 cm de masse musculaire. Il faut les récupérer. Alors tu les perds en 3/4 d'heure. Par contre, après, il faut les récupérer. Aidez-moi à les récupérer. Donc, c'est dur hein, derrière. cas, et pour pas te reblesser derrière et tout, ouais, mais c'est bravo très compliqué. d'avoir réussi à revenir, parce que moi, j'ai jamais eu les croisés, j'étais juste nul. Donc bravo. Je te promets, Lionel. vaut mieux avoir une fracture d'un tibia que les croisés. Paul, un dernier mot. Je voudrais juste revenir, parce qu'on a parlé voilà, des joueurs, des quelques performances individuelles ce soir. Lionel mettait aussi en avant le coaching d'Adi Hutter, notamment la sortie de Moi, il m'a Biret pas plu du tout pour l'entrée de Singo. Est-ce que Hutter aussi cristallise quelques-unes de tes critiques? J'allais y venir, mais je voulais juste depuis qu'il faire a prolongé, c'est petit mot compliqué. par rapport à ce que Lionel disait, effectivement, parce que j'ai l'impression que les joueurs font une espèce de déni, justement, juste avant de parler du coaching, je voulais parler un peu de la part du joueur, de cette espèce de déni qu'il y a, de se dire qu'ils vont revenir à leur meilleur niveau. Je vais faire exprès de prendre un exemple assez ancien, il y a 20 ans, justement, à Monaco, quand Shabani Nondas, sur la saison où ils finissent en finale de Ligue des Champions, se blesse gravement, il y avait la différence de la saison d'avant où il était meilleur buteur et les saisons d'après où il n'a jamais retrouvé son niveau, il a fini par être vendu sur un coup de chance à la Roma et finir sa carrière mal. Donc Caio Henrique, il faut qu'il voit les choses en face, il ne retrouvera pas son niveau. À Hutter, il faut qu'il voit les choses en face aussi, il ne retrouvera pas son niveau. Par contre, pour ce coaching ce soir, j'ai envie de lui dire honnêtement, qu'est-ce que c'est cette merde, pour rester poli, parce que mettre un défenseur, faire sortir le meilleur joueur du moment, parce que Mika Biret, c'est une super trouvaille du mercato. Je pense que s'il n'est pas là, les matchs comme Rennes, Nantes, même Reims ne sont pas les mêmes et ce n'est peut-être pas les mêmes scores. Ni même les mêmes résultats, ni même peut-être pas de victoire de Monaco sur certains. Mais sortir le joueur en forme pour faire entrer un défenseur, bon d'accord, à 1-0, sachant que pour moi, dans ma tête, dès le début de la deuxième mi-temps, je me suis dit, bon, l'égalisation va arriver, les matchs à l'extérieur, c'est pas ça. Collectivement, ils ont fait quelques bonnes minutes en première mi-temps, mais ils se sont arrêtés très vite. Donc l'égalisation, c'était qu'une question de temps. Le faire entrer un défenseur pour fermer, bloquer et tenir le score, c'est une bonne idée. Mais pourquoi le mettre en milieu de terrain? C'est un défenseur central. Pourquoi le mettre en milieu de terrain? Pourquoi se compliquer stupidement? Parce qu'au final, derrière, Majewski se trouve complètement. Mais moi, ce qui me dérange, Paul, dans la bonne idée, pour moi, c'est la fausse bonne idée. Il y a juste là-dessus où on est un petit peu en désaccord, c'est-à-dire que de faire sortir Biret, alors qu'il avait encore beaucoup d'abattage, il venait embêter les premières relances des défenseurs toulousains, qui ce soir, franchement, vu le niveau technique, il suffisait d'être à 2 mètres près d'eux pour qu'ils puissent faire une passe en touche. Là, il a fait sortir Biret. Même pas, on a gêné la première relance. Et si tu regardes le but, elle vient parce que, dès le départ, ils sont même pas contestés. La relance n'est pas contestée. Ils peuvent aller comme ça dans les 20 mètres tout de suite, rapidement, alors que ton milieu, en plus, n'était pas exceptionnel défensivement. Et tu fais rentrer, alors là, je te rejoins, un mec qui est défenseur de métier, tu le remets en milieu. Et tu prends le but derrière. Je sais pas. Monaco qui ira à Angers la semaine prochaine avant le derby contre Nice. Dans 3 semaines, ce sera après la trêve internationale. Merci Paul d'avoir été là. Juste un dernier petit mot, Lionel. Je suis d'accord avec toi que ce soir, Monaco, de manière générale, et peut-être que c'est depuis plusieurs années, manque de caractère et au niveau mental, ça finit par craquer et ne pas tenir. Merci donc, Paul. À très vite. Je suis d'accord aussi. À très vite. Merci. Partagez. À très vite Paul. 23h11 l'after sur RMC avec Lionel, avec Kevin Diaz et avec Pierre, supporter du TFC, qui nous appelle au 32-16. Salut Pierre.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Merci à vous de me laisser la parole ce soir Salut pour le Pierre. TFC. Bonjour Pierre. Bah, merci à toi d'être là. En plus, un TFC qui te régale quelque part en 2025, un peu roi du suspense, mais dans le bon sens. 13 des 16 buts marqués en 2025 par le TFC l'ont été en deuxième période. Pierre, ce serait bien maintenant de réussir à faire 2 fois la deuxième période, quoi. Ah non, mais je suis d'accord avec vous. Ben voilà, en fait, ce match nul, on le fait la victoire, elle nous file entre les doigts en première mi-temps. Tu vois, elle est dégueulasse. Ça va être vulgaire sans vouloir être vulgaire, mais tu vois la première mi-temps qu'on fait, voilà quoi. Et heureusement, là où je suis d'accord avec Jeannot Reteguier, c'est que j'aimerais voir le jeune Edjouma plus souvent, plus que Babika. Il est au-dessus de Babika pour moi. Donc voilà, j'aimerais le voir plus souvent, mais on prend un but sur un but de gars, quoi, sur un mauvais contrôle de la défense centrale. Bon, ben voilà, et puis ils ont eu la force de caractère, heureusement, de Magri pour recoller au score. Mais effectivement, c'est vrai que les deuxièmes mi-temps, et notamment les temps additionnels, ça joue pour nous en notre faveur cette année. Donc voilà. C'est vrai que le but, et ça je leur reproche un petit peu parce que ça n'a pas été corrigé, il y a eu énormément de passes latérales plein axe, d'où le but avec l'interception d'Akliouche qui la donne à Biret et qui la donne à Minamino, ça a été très vite. C'est exactement l'endroit où, quand tu perds la balle, il y a 70%, 77% des buts qui sont marqués lorsque tu perds la balle là. Et il y a eu, moi j'ai comme ça en mémoire, 2 en première mi-temps et 1 en deuxième mi-temps, perte de balle, les mêmes, cette passe latérale qui vient de la ligne de touche comme ça, plein axe. Et ça n'a pas été corrigé. Ça m'embête un petit peu pour les Toulousains. Ah oui, mais c'est là que tu vois que peut-être qu'il y a un problème de. Bon, c'est bien de faire progresser. Cambo, bon, ok, c'est bien de le mettre. Le faire jouer, mais peut-être qu'il est trop jeune, qu'il manque de maturité pour. Il manque de la maturité. C'est pas Nicolas Hyssen qui est blessé, malheureusement, quoi. Après, dans le milieu, il a manqué, je pense, quand même un mec qui était important, c'est Caceres. Dans le milieu, voilà, il n'y a pas toutes ces pertes de balles parce qu'il est très important, Caceres, pour justement pour diriger le jeu, pour éviter ce genre de passe-là. Je t'avouerai, j'ai pas vu tous les matchs du TFC, mais aujourd'hui, cette passe-là. Je l'ai vu un peu trop. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas Caceres ? Est-ce que quand il est là, toi, tu as vu les mêmes passes comme ça, autant de passes comme ça dans l'axe ? Moi, de tout ce que j'ai vu, c'est aujourd'hui, c'était vraiment flagrant. Non, c'est pas ça. Quand il y a Caceres, ça n'y sont pas. Ouais, c'est ça. Il manquait à Bouclal aussi quand même, qui est souvent décidé avec Toulouse. Pierre, quand tu vois le TFC 8e du classement avec 34 points, j'ai l'impression que c'est l'équipe qui sera milieu de tableau jusqu'à la fin de la saison, qui sera à la fois tranquille pour le maintien et un peu trop loin pour l'Europe, quoique. Bon, ce soir, il y a 5 points de retard sur l'OL, mais qui doit jouer. Comment tu vois cette fin de saison, toi ? Bon, on va finir pépère, quoi. Un 9e. Il est pépère. Pierrot, il est pépère, quoi. Non, oui. Le maintien, bon, on l'a. On va pas se fâcher, on est maintenu en Ligue 1 maintenant. Quand tu vois que tu es au port de l'Europe et que vous avez vu ce qui nous ce soir, un but à une erreur en plein milieu de terrain et puis voilà quoi. C'est ça le TFC quoi, malheureusement. Ouais, mais donc, le prochain match, regarde, tu vas à Strasbourg, Pierre. Quand tu vois les résultats des Toulousains à l'extérieur, t'as de quoi espérer quand même. Ouais, mais je peux vous retourner la remarque. Quand vous voyez les résultats de Strasbourg, qui est pas mal non plus cette année, on peut aussi se faire du souci sur le prochain match. Ouais, on verra. Si tu gagnes à Strasbourg, la 7e place, on verra, mais normalement, elle peut être européenne avec une victoire du PSG. Sur le chat, dans la chaîne YouTube, Idir, effectivement, qui me dit que la 7e place sera sûrement européenne, absolument. C'est vrai que sur le papier, non, mais si Paris gagne la Coupe de France, le 7e sera européen. C'est quand même énorme pour le TFC s'ils arrivent une nouvelle fois à jouer l'Europe après leur parcours suite à la victoire en Coupe de France. S'ils arrivent à rejouer l'Europe par le championnat, alors on sait que Comoli, avec son système de recrutement par statistique, a été quand même pas mal critiqué ces dernières saisons, mais force est de constater que ça fonctionne et qu'il arrive toujours à aller chercher des joueurs et à créer une équipe en plus avec le centre de formation là qui travaille bien et qui propose 2 joueurs très talentueux.